Bonjour à celles que j'ai pas encore saluées. Donc, merci beaucoup de me donner l'opportunité de restituer mon travail de thèse à l'occasion de ce webinaire. Comme vous le voyez sur la slide, donc j'ai réalisé ma thèse à l'Institut Agro-Montpellier. Je l'ai soutenue tout début 2025, donc sous la direction de Stéphane Fournier, donc sur le sujet que tu as introduit, qui visait à comprendre l'impact des projets alimentaires territoriaux sur la gouvernance alimentaire territoriale, comprend notamment la contribution de la gouvernance à la transition du système alimentaire des territoires. Euh, ma présentation, vous vous en doutez, elle reprend ma présentation de soutenance et donc elle articule les grands sujets, les grandes briques classiques suivantes. Donc tout d'abord, je voulais recontextualiser les enjeux m'ont conduit à proposer ce sujet de thèse, présenter le sujet, la question et les trois hypothèses qui ont structuré ma recherche. Vous présentez ensuite le cadre théorique et méthodologique, et puis ensuite, donc, je restituerai mes résultats en fonction des trois grandes hypothèses. Et donc, évidemment, je conclurai sur les grands résultats et les perspectives de la recherche. Donc, tout d'abord, comme je vous l'ai dit, donc, je souhaitais présenter les enjeux et perspectives qui ont construit mon intérêt pour le sujet, donc à savoir ceux de la territorialisation des systèmes alimentaires, évidemment au cœur des objectifs scientifiques du GOS 3. Donc, évidemment, ce sont des choses que vous connaissez, mais que je souhaitais quand même présenter, simplement pour vous clarifier la définition des concepts clés que je mobilise. Donc, je voulais resituer les deux grands points qui ont structuré le démarrage de mon sujet. Donc, le premier, tout ça pour clarifier des points de définition. Le premier point, évidemment, c'est l'alimentation, donc considéré comme un sujet intégrateur de durabilité. Le point de départ de ma thèse, s'inscrit dans le constat d'une nécessaire transition face à la non-durabilité des systèmes sociétaux. Et donc, au premier rang desquels, le système alimentaire que je définis, que j'approche selon la définition de Malassi, comme donc la manière dont les hommes s'organisent dans le temps et dans l'espace pour obtenir et consommer leur nourriture. Donc, cette perspective systémique de l'alimentation, ça c'est très voilà, de connaissances communes, j'imagine, dans les personnes qui participent à ce webinaire, considère l'interrelation du fait alimentaire avec différents enjeux, la production agricole, la structuration des filières, la santé. Et également, cette perspective systémique révèle la non-durabilité des systèmes dominants, à savoir leur fragilité et leurs impacts. Et donc, dans un contexte plus général de demande, voire d'injonction à une participation plus ouverte des parties prenantes, l'alimentation s'avère être un sujet particulièrement propice au renouvellement des formes de gestion et donc à s'intéresser à ces questions de gouvernance. Le second point clé, c'est l'adoption d'une perspective territoriale pour appréhender la transition des systèmes alimentaires, ce qui m'a conduit à définir le périmètre d'étude à l'échelle du SAT, du système alimentaire du territoire, que je définis comme vraiment l'ensemble des activités, des acteurs, des structures impliquées dans le système alimentaire à l'échelle d'un territoire. L'intérêt d'une telle perspective s'explique par des spécificités observables à l'échelle des territoires, au niveau des ressources et des enjeux, locaux ou globaux qui s'observent dans les territoires, et puis également en termes de coordination d'acteurs, donc inscrits dans une certaine trajectoire et donc ancrés dans un certain territoire. Donc ces éléments conduisent à considérer le territoire comme un périmètre propice d'action collective et à mobiliser une telle perspective territoriale pour appréhender une des voies de transition durable des SAT, à savoir leur reterritorialisation. Donc ce processus fait sens dans cet objectif à deux égards. D'une part, en impliquant une diversification des SAT face à des territoires marqués depuis la Révolution verte par une spécialisation agricole et une faible autonomie alimentaire. Et d'autre part, car la reterritorialisation implique une reconnexion des acteurs et des activités au sein des SAT, et encore une réactivation et institutionnalisation, pardon, des interactions entre acteurs locaux. Donc, dans la ligne de ces enjeux et perspectives, le ministère de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de la Forêt a créé en 2014 le dispositif des projets alimentaires territoriaux, venant institutionnaliser l'intervention pour la transition à cette échelle du SAT. Je le présente quand même rapidement, même si j'imagine que le dispositif est largement connu de la plupart des participants et participantes. Généralement portés par des acteurs publics territoriaux, ces PAT ont pour objectif de contribuer à la durabilité des SAT au travers de leur reterritorialisation via une stratégie collective construite à partir d'un diagnostic partagé. Il y a trois principes clés qui les caractérisent. Donc, tout d'abord,
appréhender cet objectif dans une approche systémique, donc afin de développer des démarches davantage intégrées des territoires aux politiques publiques. Deuxièmement, donc, identifier les enjeux et définir une stratégie à l'échelle du territoire du PAT. Et selon une gestion multi-acteurs, donc en impliquant les parties prenantes du SAT, ce que j'appelle et j'appellerai plus tard dans la présentation les parties prenantes du SAT, donc c'est les agriculteurs, agricultrices, les citoyens et citoyennes, ainsi que leurs représentants, donc chambres consulaires, associations ou encore acteurs publics. Donc, après une définition progressive et en plusieurs années des contours du dispositif, on observe aujourd'hui un déploiement massif des PAT, donc évidemment largement accéléré par le plan de relance, avec plus donc aujourd'hui de 450 PAT. Donc, vous l'aurez compris, donc ce dispositif PAT a constitué l'objet de ma recherche donc, au centre du sujet. Euh, et sujet donc qui s'est construit autour de la question centrale de la contribution de la gouvernance des SAT à leur transition. Donc, je me suis pour cela intéressée au concept de gouvernance alimentaire territoriale, donc entendu un peu en miroir de l'approche choisie de SAT, comme l'ensemble des processus de coordination existant sur un territoire en lien au système alimentaire. Et donc, j'ai cherché à comprendre les déterminants et les implications du renforcement des coordinations ou encore donc, au renforcement de la gouvernance alimentaire territoriale sur la reterritorialisation du SAT. Et donc, plus particulièrement avec le PAT comme objet d'étude, je me suis demandé dans quelle mesure un tel dispositif de gouvernance territoriale est à même de contribuer à institutionnaliser un processus de transition du SAT. Et j'ai pour cela articulé deux sous-questions pour comprendre celle-ci. Dans quelle mesure le PAT peut-il permettre de construire une stratégie structurante et partagée à même de renforcer la gouvernance alimentaire territoriale? Et dans quelle mesure un tel renforcement peut-il soutenir la transition du SAT? Donc, pour étudier ces questions, j'ai structuré mon travail en trois hypothèses. La première est que, donc, bien qu'un cadrage opéré par le dispositif national puisse impliquer une certaine standardisation des PAT, ceci permet de développer des démarches adaptées au SAT, et donc on doit pouvoir observer une diversité de formes de PAT en lien à leur ancrage territorial. La seconde est que, donc, malgré des moyens limités du dispositif, donc par exemple s'agissant de moyens financiers ou juridiques, les PAT permettent de planifier une stratégie structurante pour participer à cette transition dans une ampleur variable selon les modalités de gouvernance. Et enfin, la troisième hypothèse pose que le renforcement de la gouvernance alimentaire territoriale impacte différemment l'institutionnalisation d'un processus de transition du SAT selon les modalités de gouvernance des PAT. Je reviendrai sur ce point évidemment plus tard. Donc, afin de mener à bien cette recherche, j'ai construit au cours de la thèse, tout au fil de la thèse, un cadre théorique et méthodologique pluriel afin d'appréhender de la manière la plus systémique et complète possible les différentes composantes du sujet. S'agissant du cadre théorique, ma démarche s'était inscrite dans le champ de l'économie institutionnelle, qui m'a permis donc d'appréhender le système alimentaire des territoires, et plus particulièrement en tant que système spécialisé d'un point de vue agricole, comme un ensemble d'habitudes de penser et d'agir, un ensemble de coordination, d'organisation et de dispositifs institutionnels. Donc, dans cette perspective, j'appréhende les SAT spécialisés comme des régimes sociotechniques. De plus, donc un cadre emprunté au champ des études de la transition vers la durabilité s'est imposé comme particulièrement pertinent pour appréhender les enjeux de la transition étudiée. Donc, comme vous pouvez le voir, la perspective multiniveau. Développé par Giles, donc ce cadre consiste à concevoir la transition comme l'évolution d'un régime sociotechnique sous l'action de trois niveaux de structuration. S'agissant du régime, celui-ci renvoie au système considéré, donc caractérisé comme un ensemble relativement cohérent de modes de pensée et d'agir, reproduits par les composantes du régime, donc c'est-à-dire reproduits par les organisations, les normes ou encore les connaissances liées à ce système. Et donc, dans le cadre de ma recherche, je me suis intéressée à une transition particulière, à savoir la diversification maraîchère de systèmes alimentaires des territoires aujourd'hui spécialisés en viticulture, en grande culture ou en élevage. Ensuite, le paysage, donc, qui renvoie aux tendances à l'échelle macro venant cadrer ou constituer des pressions exogènes sur le régime socio-technique, telles que le changement climatique ou la politique agricole commune. Et enfin, les niches qui constituent des espaces propices à des innovations territoriales. Et puis, je me suis plus particulièrement intéressée à celles visant à développer une filière maraîchère.
Bien que ce cadre se soit avéré pertinent, je vous le présenterai plus tard afin de représenter les différents niveaux d'enjeux dans la transition. Donc, plusieurs de ces limites ont évidemment impliqué de mobiliser d'autres cadres, en cohérence avec des développements d'ailleurs identifiés comme nécessaires de la MLP. Donc, premièrement, évidemment, le sujet impliquait une nécessaire considération du rôle du territoire dans les transitions. Donc, j'ai pour cela mobilisé l'économie du territoire et des proximités afin d'appréhender les déterminants et effets donc, de l'activation et du renforcement de ces proximités, notamment donc, au travers d'un dispositif multi-acteurs tel que le PAT. Et de plus, donc, la géographie des transitions donc, s'est révélée être un cadre pertinent, d'ailleurs en prolongement de la MLP, afin d'appréhender les déterminants territoriaux pouvant conduire à une disparité de transition entre territoires. Deuxièmement, donc la gouvernance, donc, qui était à la fois au centre du sujet de la thèse, a aussi constitué une des briques du cadre théorique, afin donc d'étudier les modalités, les déterminants et les implications de la coordination des acteurs. Donc, dernier volet du cadre avant de passer aux résultats, donc la méthodologie a articulé différentes étapes. La première a consisté à comprendre le dispositif PAT et évidemment les dimensions théoriques du sujet, donc au travers de revues bibliographiques et d'un terrain exploratoire auprès d'acteurs clés. Ensuite, j'ai cherché à caractériser les pratiques mises en place pendant la phase d'émergence des PAT, donc par une enquête en ligne des porteurs de PAT en Occitanie. Comme je le montrerai plus tard, j'ai alors mis en évidence l'hétérogénéité des modalités de gouvernance. On a construit une typologie mettant en évidence 6 types que j'ai regroupés en 3 tendances de gouvernance. Donc, c'est ce chiffre 3 qu'il faudra retenir pour plus tard. Et de plus, donc, à partir de ces résultats, des réflexions théoriques ont permis de modéliser l'impact possible de ces différentes modalités de gouvernance sur la transition des SAT. Donc, sur la base des répondants au questionnaire, j'ai choisi 3 PAT pour constituer des cas d'études, donc, que vous pouvez voir sur la carte. Il y avait 2 critères principaux pour la sélection des cas. Tout d'abord, c'était des PAT avec des tendances de gouvernance différentes, donc 3 tendances différentes. Et puis, pardon, deuxième critère, c'était le type de territoire. J'ai cherché à sélectionner des PAT plutôt sur des territoires ruraux ou périurbains, sur lesquels la production agricole tenait une place notable. Donc, les PAT, vous les voyez sur la carte. Donc, un dans l'Hérault, un dans le Tarn et un dans l'Aude. Donc, ces études de cas ont consisté donc à principalement des entretiens auprès d'une grande diversité d'acteurs des SAT, des observations participantes lors de temps forts de l'élaboration des PAT, et puis l'analyse de bases de données que j'ai constituées à partir du matériau qualitatif collecté en entretien. J'y reviendrai. Euh, enfin, euh, euh, ah oui, une petite précision, c'est que bien que dans la thèse, évidemment, j'ai fait des monographies sur chacun de ces terrains, ici, je vous présenterai enfin, surtout des résultats agrégés, quelques éclairages, mais c'est surtout les résultats généraux. Et donc, enfin, donc à partir de ces différentes étapes, ces éléments empiriques sont venus alimenter la modélisation théorique, préalablement réalisée des chemins d'impact des PAT sur les SAT, et ont été traduits dans une grille opérationnelle pour les PAT que je vous présenterai en conclusion. Donc, je vais maintenant vous présenter les différents résultats, donc selon encore une fois, les 3 grandes hypothèses de recherche. Donc, considérant tout d'abord la première hypothèse, l'analyse du plan d'action des cas d'étude, donc chacun, l'analyse donc, du plan d'action des cas d'étude, met en évidence à la fois des tendances communes et des points d'hétérogénéité clés. S'agissant des tendances communes, plusieurs points peuvent être notés. Donc, tout d'abord, les plans d'action entendent tous agir de manière multithématique, donc en intervenant sur l'ensemble des maillons des filières de la production à la consommation. Certaines sous-thématiques sont communes, comme vous devez certainement le savoir, donc telles que l'installation foncière, les pratiques agricoles ou encore les actions en restauration collective, alors que d'autres sont mobilisées de manière plus spécifique et notamment selon les enjeux particuliers des territoires, et je pense notamment aux actions relatives à l'eau ou à la précarité alimentaire. Donc on pourra encore une fois rediscuter d'une forme de standardisation sur ces thématiques. Deuxièmement, une diversité de types d'actions est relevée. Donc avec à la fois la mise en place d'études, de temps d'animation, l'octroi de financement ou encore des liens faits entre le PAT et d'autres dispositifs d'action publique. À partir de cette grille d'analyse des types d'actions, j'ai construit une grille d'analyse durant ma thèse qui consiste à définir 4 leviers nécessaires à un changement de pratique. Donc je vais bien vous la détailler parce que ça va revenir à plusieurs moments. Euh, donc 4 déterminants d'un changement de pratique à l'échelle individuelle. Tout d'abord, un levier cognitif donc, qui consiste à créer ou renforcer
les connaissances et la prise de conscience qu'ont les acteurs des SAT quant aux enjeux et aux leviers de transition, par exemple au travers de diagnostics fonciers ou encore de sessions de sensibilisation. Un levier collectif qui consiste à permettre une prise de conscience partagée de l'intérêt et de l'implication des acteurs dans la transition, donc par exemple par l'organisation de temps de coordination. Un levier matériel qui est plus simple à appréhender, donc qui consiste à faciliter opérationnellement les changements de pratique par du financement, l'octroi de moyens matériels ou par exemple sur un de mes cas d'études, un projet de ferme maraîchère intercommunale. Et enfin, un levier moral, donc consistant à mobiliser des règles formelles ou en tout cas à définir des garanties officielles et à long terme sur la dynamique de transition en faisant le lien avec les politiques publiques, ou par exemple en inscrivant dans les plans locaux d'urbanisme des objectifs de reterritorialisation. Donc, opérationnellement, enfin, notamment lors des entretiens, j'avais tendance à résumer ces quatre critères en je sais qu'il faut changer, je veux changer parce que entre guillemets, je ne me sens pas seule, j'ai la possibilité de changer et j'ai conscience que je dois changer. C'est comme ça qu'on peut aussi appréhender ces quatre leviers. Donc, l'analyse des plans d'action révèle que ces quatre leviers sont mobilisés, sont activés par les PAT, donc ce qui se traduit par des logiques d'action similaires. Alors que j'aurais pu attendre des plans d'action très différents, au final, des grandes catégories d'actions étaient mobilisées, donc soit la mise en place d'actions pilotes, la mise en place d'espaces d'échange, de cadres facilitateurs, ou encore la définition d'objectifs et d'engagement. Néanmoins, donc ça c'est en codant le plan d'action des PAT avec cette grille d'analyse, donc j'ai mis en évidence que quel que soit le PAT, il y a une majorité d'actions vise plutôt à activer un levier cognitif, donc en jaune sur le graphique, donc ce qui de fait détermine une certaine voie d'action des PAT, donc sur laquelle je reviendrai plus loin. Donc, en dehors de ces tendances communes, cette fois, c'était plutôt avant ça, l'enquête en ligne des PAT, comme je vous le disais, qui a révélé que les hétérogénéités fortes entre PAT tiennent surtout aux modalités de gouvernance. Donc, celle-ci s'exprime à deux égards. D'une part, l'envergure de mobilisation, donc une plus ou moins grande diversité d'acteurs mobilisés, allant des parties prenantes, allant du porteur du PAT aux parties prenantes du SAT directement, en passant par leurs représentants. Et d'autre part, évidemment, donc l'intensité de mobilisation allant de la consultation à la codécision pour définir les enjeux et élaborer le plan d'action des PAT. Donc ce travail s'inscrit dans d'autres travaux portant sur la gouvernance des PAT. Il s'en distingue d'une part par l'approche méthodologique qui a permis d'analyser un grand nombre de PAT sur ces critères très qualitatifs, mais au travers d'un questionnaire. Et puis également les axes d'analyse, donc qui permettent de dépasser la considération entre guillemets, du seul comité de pilotage pour analyser le degré de participation des acteurs dans le PAT. Donc ces deux axes d'analyse euh, sont observables sur le graphique ci-dessous. L'axe des abscisses et des ordonnées définissent l'intensité de mobilisation, c'est-à-dire qui participe aux réflexions en abscisse et qui participe aux décisions relatives au PAT en ordonnée. Et les graduations, qui sont identiques sur les deux axes, donc, qualifient l'envergure de mobilisation, le porteur, un comité multi-acteurs de représentants, voire directement les parties prenantes du PAT. Donc, ce graphique met en évidence trois tendances de gouvernance des PAT à gouvernance centralisée, fortement gérés par un porteur, le porteur du PAT, qui est seul décisionnaire, parfois après consultation d'acteurs, des PAT à gouvernance partagée, pour lesquels un collectif multi-acteurs de structures représentantes est constitué pour le PAT et coporte le PAT, et des PAT à gouvernance territorialisée, avec codécision en collectif multi-acteurs, suite ou en parallèle de consultation directe des parties prenantes du SAT. Pour opérationnaliser ceci. Je fais le lien avec les cas d'études. Donc, le travail des cas d'études, bien qu'il a permis d'apporter beaucoup de nuances et de venir discuter de tout ça, en tout cas, se conclut par plutôt confirmer ces grandes tendances et puis évidemment éclairer les déterminants du choix de ces modalités de gouvernance qui tiennent à la fois de choix conscient du porteur du PAT et puis d'un cadrage opéré par la situation des coordinations au sein du SAT, lié par exemple au statut du type de porteur ou à l'historique du porteur dans le PAT qui va lui permettre plus ou moins facilement donc, de mobiliser. Donc par exemple sur le PAT de la CCTA, le PAT élaboré par l'équipe de CCTA, donc pardon, je ne vous les ai pas expliqués tout à l'heure, mais c'est le PAT du Tarn, communauté de communes du Tarn-à-Goutte,
Le PAT est élaboré par l'équipe technique de l'intercommunalité sur la base d'une consultation uniquement des acteurs des SAT et qui viennent construire, enfin, qui viennent alimenter des réflexions conduites par les élus qui décident des grandes étapes du PAT en commission d'élus de l'Interco. En Haute-Vallée de l'Aude, donc le PAT est porté par la Maison paysanne de l'Aude, donc, qui fait partie des rares PAT entre guillemets alternatifs, on va dire, en tout cas par rapport au portage. Donc, qui revendique réellement une posture d'animation et non pas vraiment de porteuse ou de gestionnaire du PAT. Donc, ce PAT est construit lors de sessions de concertation annuelles et les décisions sont prises en comité de pilotage, multi-acteurs et très large, sur la base de votes. En fait, c'est la signature d'une charte d'engagement des acteurs qui leur donne droit au vote selon les principes coopératifs. Et enfin, donc le PAT porté par le syndicat mixte du bassin de Thau, aux alentours du bassin de Thau, a été amorcé par une large consultation des citoyens et citoyennes et des acteurs économiques du territoire. Le plan d'action a ensuite été élaboré en atelier de concertation, puis validé par un copil multi-acteurs. Donc ces observations, l'ensemble de ces observations sur ce point 1, tendance commune et diversité, donc révèlent quelque part des décalages entre d'un côté les critères officiels du dispositif qui posent les PAT comme des outils théoriques de développement territorial et de l'autre la réalité de leur pratique. Donc sur les points que j'ai présentés, mais évidemment sur d'autres dont on pourrait discuter, tels que le diagnostic partagé ou la question de suivi-évaluation. Donc, malgré des avancées prometteuses, ces éléments viennent pointer des écueils pouvant potentiellement limiter la portée des PAT. Néanmoins, dans la suite des résultats, je montre dans quelle mesure ces PAT peuvent tout de même constituer un outil prometteur pour soutenir des démarches de transition. Et donc, ce qui fait lien avec la deuxième hypothèse, dont le résultat met en évidence que les PAT sont capables de planifier une intervention structurante pour lever les freins à la transition des SAT. Donc, je reviens sur un petit point de méthode pour mettre en évidence ceci. Donc, c'est essentiellement le travail d'étude de cas qui a été mobilisé, au cours desquels j'ai pu tout d'abord constituer une base de données des freins à la diversification maraîchère. Donc, au cours des entretiens, je relevais ces points-là et j'en ai constitué une grande base de données. J'ai codé ces freins selon deux critères que sont la thématique et la thématique, c'est-à-dire production, coordination de demande, consommation, avec des sous-thématiques. Est-ce que c'est de l'installation, des éléments liés à l'eau, à la restauration collective? Donc, la thématique et le niveau, donc c'est-à-dire selon la grille de la multi-level perspective auquel il renvoie. Et troisièmement, donc une fois avoir bien caractérisé ces freins que je vais vous présenter, j'ai confronté cette base de données des freins au plan d'action des PAT afin d'identifier des freins que les PAT pourraient potentiellement lever. Donc, s'agissant tout d'abord des freins, enfin la description des freins, l'analyse des données révèle tout d'abord leur profil multithématique. Si on s'intéresse à la diversification maraîchère, évidemment, donc il y a une part conséquente de freins en vert tenant de la production, mais également des autres maillons de la chaîne alimentaire. De plus, l'analyse multiniveau met en avant des freins relevant des trois niveaux, donc c'est-à-dire s'agissant aussi bien de la fragilité d'initiative, donc en jaune sur le schéma, donc par exemple la rentabilité difficile d'une légumerie, que de pression globale, donc l'élévation de température avec le changement climatique qui complexifie la culture du maraîchage. Euh, mais toutefois, comme vous pouvez le voir, une majorité de freins tient davantage au régime, donc pour rappel, au système alimentaire spécialisé des territoires. Pour l'illustrer sur un territoire spécialisé en grande culture, ce type de frein pouvait être le dimensionnement inadapté des parcelles anciennement grande culture pour le maraîchage. C'est un frein qui vient du fait qu'on a ce régime sociotechnique présent sur ce territoire. Donc la confrontation de ces freins-là au plan d'action révèle que près de la moitié des freins sont identifiés et pourraient donc potentiellement être levés par le plan d'action des PAT. Donc si on ne s'intéresse qu'à ces freins-là, euh, plusieurs choses sont à noter. Donc, tout d'abord, conformément au caractère multithématique des freins et aux résultats que j'ai présentés avant, les PAT entendent bien lever des freins de manière systémique, donc en s'intéressant aux maillons des filières, comme vous pouvez le voir sur la droite en comparaison. Et puis surtout, concernant l'analyse multiniveau des freins, donc, deux points sont à noter. Donc, encore une fois, à gauche, c'est l'ensemble des freins à la diversification maraîchère et à droite, c'est les freins à la diversification maraîchère que j'ai identifiés comme potentiellement levés par le plan d'action des PAT. Donc, deux résultats intéressants. Donc, d'une part, la prédominance du régime en bleu sur le schéma, donc, ce qui montre que les PAT planifient d'intervenir
au niveau même du système alimentaire spécialisé des territoires, alors même qu'on aurait, enfin, que certains, on aurait pu penser qu'ils interviennent principalement en soutenant des initiatives, donc en soutenant des niches, mais il y a également ce niveau, ce que j'entends donc structurant, en agissant à ce niveau-là du régime. Et puis d'autre part, des freins pouvant être levés également au niveau du paysage et des niches. Donc si je reprends le schéma de Gills, ce qui met en avant une capacité d'intervention multiniveau, donc une posture d'interface des PAT entre niche et régime. La troisième hypothèse, enfin, donc supposer un impact variable des PAT selon leur gouvernance. Donc là, c'est à la fois le travail de terrain et de modélisation théorique qui a permis d'une part de valider et d'autre part de dépasser cette hypothèse. Donc, bien que les PAT mettent en place, je vous l'ai décrit tout à l'heure, des logiques d'intervention communes via leur plan d'action, les logiques d'impact sont variables selon la gouvernance des PAT. Donc, d'une part, concernant le renforcement de la gouvernance alimentaire territoriale, je mets en avant dans ma thèse, c'est décrit plus largement, que euh, je mets en évidence une implication et un alignement des acteurs du SAT selon la transition qui varient selon leur mobilisation dans le PAT. C'est-à-dire selon que, notamment, leur participation est indirecte via une gouvernance centralisée, intermédiaire via une gouvernance partagée ou directe au travers d'une gouvernance territorialisée. Et d'autre part, je mets en évidence que les modalités de gouvernance des PAT impactent variablement les fameux quatre leviers du changement que je vous ai présentés tout à l'heure, et donc plus particulièrement le résultat le plus intéressant que je vais vous détailler juste après, je montre que la complémentarité des modalités de gouvernance au fil du développement du PAT pourrait maximiser l'activation de ces quatre leviers et ainsi le renforcement de la gouvernance territoriale et l'institutionnalisation d'un processus de transition. Donc, la démonstration part de la mise en évidence que les PAT agissent principalement via leur plan d'action en activant un levier cognitif du changement de pratique. Donc, ces actions contribuent à renforcer une vision collective quant aux enjeux de transition et aux voies de transition. Un tel processus est d'autant plus massif que la mobilisation des acteurs est grande par le PAT, donc il est maximisé dans le cadre d'une gouvernance territorialisée qui essaye de directement mobiliser un maximum de personnes. Donc ce point-là constitue un premier levier nécessaire à l'alignement des stratégies individuelles selon une stratégie collective de transition, mais non suffisant pour permettre une mise en action et un enrôlement plus généralisé dans la transition. Un second levier, donc je vous l'ai dit tout à l'heure, est un levier collectif. Donc, par la création et la mobilisation répétée d'espaces de coordination, le PAT participe à créer justement des règles de coordination. Donc, par ce processus, d'une part, donc, il rend possible la prise de conscience d'une volonté collective à s'investir dans la transition, ce qui rend donc, rétrospectivement plus crédible l'engagement de chacun et chacune dans une transition. De plus, avec la grille d'analyse des proximités, par la création d'une proximité organisationnelle au sein de la gouvernance des PAT, sur la base de la proximité géographique, donc qui est déterminée par l'échelle du SAT, le PAT rend possible le renforcement d'une proximité institutionnelle, donc qui est nécessaire à cette consolidation d'une vision collective. Donc la mobilisation de ce levier est d'autant plus forte dans le cadre d'une gouvernance partagée, qui permet une coordination horizontale des acteurs impliqués dans le PAT. Et enfin, donc deux derniers leviers, donc compte tenu de la difficulté et des incertitudes liées à un tel changement de système socio-technique, deux autres leviers sont également à mobiliser. Tout d'abord, des garanties officielles doivent être mises en place, reconnaissant dans la durée les objectifs de transition, activant alors un levier moral. Et enfin, des incitations ou des cadres facilitateurs, donc des services, du financement, du matériel, des infrastructures, doivent soutenir les changements visés. Donc de tels leviers, ces deux derniers, semblent maximisés par une gouvernance centralisée, notamment dans le cas d'un portage du PAT par un acteur public, potentiellement davantage euh, capable d'inscrire ces objectifs dans les politiques publiques et de mobiliser des moyens d'ampleur. Donc ces quatre leviers sont lus comme quatre déterminants d'un renforcement de la gouvernance alimentaire territoriale, donc rendant davantage possible, dans une perspective de reterritorialisation, cet alignement des acteurs selon une stratégie collective de transition. Euh, donc pour conclure, je reprends les différents apports de ce travail.
S'agissant tout d'abord du cœur du sujet, donc ma thèse met en avant les PAT comme des dispositifs permettant de construire ou de consolider un potentiel d'action collective propice à la transition des SAT. D'une part, donc, ils permettent de planifier des stratégies systémiques et structurantes. Les résultats mettent en évidence à la fois des tendances communes et des spécificités, ce qui, quelque part, témoigne d'une double capacité du dispositif PAT entre montée en généricité et flexibilité, comme deux ingrédients nécessaires pour appréhender et renforcer la gouvernance alimentaire territoriale. De plus, donc par leur posture d'interface entre acteurs des niches et du régime, les PAT organisent le renforcement des proximités entre acteurs, favorables à des processus de coexistence, de coopération, voire d'hybridation. D'autre part, le rôle du renforcement de la gouvernance alimentaire territoriale dans l'institutionnalisation d'un processus de transition est mis en évidence. Et donc, à cette fin, je rappelle les deux derniers points. La complémentarité des modalités de gouvernance centralisées, partagées et territorialisées s'avère clé pour activer les quatre leviers nécessaires à cet alignement des acteurs dans la transition. D'un point de vue théorique, donc l'originalité du travail tient dans le cadre théorique composite, ad hoc, donc intégrant depuis la perspective multiniveau une approche du territoire et de la gouvernance. J'ai donc pu appréhender le système alimentaire spécialisé des territoires comme un régime socio-technique territorialisé, dans une perspective d'économie institutionnelle. Et d'un point de vue méthodologique, donc plusieurs points me semblent à noter. Tout d'abord, la combinaison d'observations multiples via une enquête en ligne et d'observations approfondies par étude de cas. Ensuite, la complémentarité d'approches qualitatives et quantitatives qui ont permis notamment d'opérationnaliser ce cadre théorique de la MLP. Et enfin, la proposition donc, d'éclairer l'impact des PAT, donc, qui sont des démarches en cours d'élaboration et pour lesquelles cette question-là d'impact est à la fois très importante, intéressante et très complexe, selon une projection donc, permise par la modélisation théorique et alimentée par des observations empiriques. Pour finir, en termes de perspective, donc trois grands points me semblent à noter. Donc, tout d'abord, il me semble évidemment indispensable de tenir compte des évolutions politico-institutionnelles, de venir nourrir les modélisations produites quant à la place des PAT dans l'environnement institutionnel. Ensuite, un point majeur de développement tiendrait à développer un cadre méthodologique valorisant davantage l'expertise collective des acteurs des territoires. Donc, je pense notamment pour analyser les freins à la transition, mais surtout venir quelque part juger de la capacité potentielle des PAT à les lever. Et donc, de fait, une telle démarche constituerait un outil à la fois de planification et d'analyse des démarches partagées et embarquées dans l'action. Et puis, de manière plus directe me concernant, évidemment, l'actualité d'un point de vue opérationnel est de valoriser ces résultats de la thèse, d'une part théoriquement, donc consolider théoriquement les grilles d'analyse, et je pense notamment aux quatre leviers. Et puis opérationnellement, donc voilà, en traduisant ces éléments en tant qu'outils pour les PAT. Et donc à cette fin, en discussion de ma thèse, j'ai proposé une première opérationnalisation de cette grille d'analyse des quatre leviers, dans l'idée d'en faire un outil d'évaluation, ou plutôt de réflexivité itinéraire des pattes. Euh, il me semble intéressant dès la phase d'émergence, notamment pour analyser réellement le processus d'élaboration du PAT, et puis oui, également plus tard pour analyser la stratégie. Et puis avant de vous la présenter, juste une dernière précaution. Donc face à ce sujet crucial de l'évaluation, permettant déjà évidemment d'objectiver la contribution d'un dispositif et puis donc de renforcer la crédibilité du projet, donc de maintenir la mobilisation des acteurs dans le projet, et qui est d'ailleurs un sujet d'actualité puisque c'est une demande du dispositif. Selon moi, l'objectif de cette grille est de sortir d'une évaluation uniquement quantitative ou basée sur les observations de changements opérationnels dans le SAT, qui sont évidemment des points indispensables et qui sont ce qui est visé par, euh, par le dispositif, mais il me semble voilà, toujours avoir une frustration à ne pas à évaluer ce qui se passe en termes de coordination. Voilà. Donc, pour vous l'illustrer, donc, je vous les affiche tous et je vais juste vous en lire quelques-uns. Euh, Oups là, pardon. Donc, selon moi, c'est par exemple aller voir
si le PAT est capable d'identifier les acteurs, les dispositifs, les initiatives dans le SAT, de constituer, enfin, d'identifier les trous d'information, d'identifier ce qui existe et de constituer un relais. Sur l'aspect collectif, est-ce que le PAT est capable donc, de créer des espaces d'interconnaissance entre acteurs différents, d'organiser la complémentarité des espaces, des pouvoirs également entre chacun chacune, d'avoir évidemment des moyens d'ingénierie. D'un point de vue matériel, est-ce que le PAT est capable de sortir de cette posture surtout de, d'outils essentiellement enfin, cognitifs, enfin raccourcis, mais en tout cas de veiller à ce que les acteurs des SAT aient une capacité opérationnelle à changer de leur pratique en tant que ressource, mais bon, ce qui est quelque part limité, ou en tant que relais de moyens. Et puis, est-ce que le PAT est capable, in fine, donc sur la dimension morale, définir, enfin, de consolider ces objectifs de transition dans des politiques publiques, dans des dimensions un peu plus ancrées. Donc c'est une première grille qui a été présentée une première fois opérationnellement, mais qui, selon moi, aurait un réel intérêt à être discutée avec les porteurs de PAT et puis avec vous si vous le souhaitez. Je vous remercie de votre attention et donc je me tiens à votre disposition pour répondre aux questions ou pour évidemment avoir vos retours et échanger.